Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques. Par le cabinet avocat Landau Associés pour VK, on va parler des différents programmes en matière de décentralisation des partis politiques à la veille de cette fameuse législative. Mais tout de suite, les brèves de la semaine, avec le fait qu'en matière d'agents, eh bien, si un risque avéré à l'intégrité physique se manifeste, il y a protection fonctionnelle. Autre sujet, mais sur les élus cette fois-ci, vous savez que dans les communes de 1000 habitants et plus, quand il y a un décès ou une démission d'un conseiller, on va chercher dans les suivants de liste. Ah oui, mais parfois il faut remonter dans la liste. Pourquoi ? En l'espèce, une personne n'avait pas été appelée comme suivante de liste parce qu'elle était en incompatibilité. Alors, c'était pas ce qu'il aurait fallu faire, mais bon, c'est comme ça. Et après, quand il y a une nouvelle démission ou un nouveau décès, au lieu d'aller continuer à descendre, non, il faut remonter pour aller repêcher ce qu'on aurait dû aller chercher déjà dans un premier temps. Bon, on a parlé la semaine dernière de cette dissolution et donc de la convocation de nouveaux électeurs pour élection de députés. Les deux décrets à cet effet ont été publiés au journal officiel, avec le calendrier que voici, des mentions sur les listes électorales et les procurations. On reprend le même système que pour les européennes. N'hésitez pas à mettre sur pause, j'ai mis beaucoup de détails. Le décret, justement, sur la convocation des électeurs, au jour où j'enregistre cette vidéo, a donné lieu à déjà 8 recours devant le Conseil constitutionnel. On ne peut jamais prédire ce qui va se passer. Mais j'ai fait des articles de blog assez longs pour détailler le fait que la plupart des critiques faites ne devraient pas porter. En revanche, il y a 2-3 petites choses sur les listes électorales, peut-être, mais surtout sur le calcul du délai de 20 jours de l'article 12 de la Constitution, appliqué notamment à une partie de l'outre-mer, où vous pourriez avoir un petit débat, mais pour lequel le Conseil constitutionnel a une porte de sortie à suivre. En attendant, il faut bien les préparer, ces élections. L'AMF a signalé son inquiétude, et puis les textes commencent à sortir, recommandations de l'ARCOM, rattachement au parti politique, même un taux du candidat. Voici ici quelques références. Moins drôle, de nouveaux certificats de décès sont utilisés à partir donc du 1er janvier 2025. Voici ici les références. Et puis pour une grosse actualité en matière de contrat. Première chose, le TA de Mayotte nous explique que report après report, on n'arrive pas à bon port. Que s'est-il passé ? On a reporté délai après délai la validité des offres plein de fois. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il s'agissait de faire des petits ajustements dans le DCE. Oui, à force de faire des ajustements au DCE, ça vicie la procédure en son entier, point. La Cour de justice de l'Union européenne, de son côté, a dit que non, aucune législation, aucune jurisprudence ne peut permettre de dire que certains types de préjudices pour quelqu'un irrégulièrement évincé d'un marché public, aucun type de préjudice ne peut pas ne pas être indemnisable par principe. Après, il peut être plus ou moins indemnisé, il peut y avoir des cas de non-indemnisation, mais il ne peut pas avoir un refus de principe. Et puis, continuation du sketch sur les notations des offres avec des grosses bêtises. Vous le savez, ça fait le belle lurette que le Conseil d'État censure l'application des règles de 3 pour calculer les prix quand elles sont trop idiotes. Oui, parce que si je mets le meilleur prix 20 sur 20 et le moins bon prix à 0 sur 20 alors que les écarts sont parfois minimes, ça revient à totalement fausser la chose. Ça, c'est pas nouveau. La méthode du barycentre est censurée. Le chantier masqué, qui est une autre méthode, est validé sous certaines conditions. Et puis il y a une autre méthode qui était un peu la mode parfois, consistant à classer les offres, on les met par rang, et on réapplique après des pondérations. Mais ça aboutit à mélanger un petit peu n'importe quoi, il y a des choses bizarres. C'est ce qu'a dit le Conseil d'État, et il a donc censuré la passation d'une DSP quimpéroise à cet effet. Et puis dernière chose, cette fois-ci c'est peut-être la Guadeloupe qui nous le rappelle, quand j'ai une entreprise qui est en redressement judiciaire, il fait bien évidemment, il faut que je m'assure de ce que l'habilitation qu'elle a à poursuivre son activité a bien une durée s'étendant sur toute la durée du marché, sinon problème. En matière d'environnement maintenant. Vous savez très bien qu'en matière de taxes d'environnement ménagère, il ne faut pas qu'il y ait un excédent manifestement excessif, qu'on a le droit des rattachements sur certaines dépenses transversales, non sans certaines limites, etc. Oui, mais on ne va pas intégrer des coûts de traitement des déchets non ménagers. Et s'il y a un flou là-dessus, c'est au juge d'utiliser ses pouvoirs d'instruction pour voir ce qu'il en est. C'est pas totalement nouveau, on est au croisement de deux jurisprudences fermes, mais c'est la première fois que ça s'applique dans le cas particulier des traitements des déchets non ménagers que cette obligation d'instruction.
2 textes intéressants sur la mer et le littoral, dont la nouvelle stratégie nationale pour la mer et le littoral 2024-2030. Et puis, fin d'un débat. Alors, vous savez qu'un peu partout dans le monde, il y a un mouvement actuellement consistant à donner personnalité morale à un fleuve, une rivière, un animal, un lieu. Bon. Ça change pas grand-chose d'un strict point de vue juridique. Il y a déjà des associations qui ont le droit de défendre les espèces animales ou les cours d'eau ou les milieux. En revanche, leur donner une force juridique, symboliquement, c'est tout à fait autre chose. On peut être pour ou contre, on peut trouver que c'est un peu de l'animisme. Bon, en tout cas, ça se développe beaucoup dans d'autres pays. Et les îles Loyauté, qui est une des provinces de Nouvelle-Calédonie, avait donné la personnalité morale, avec l'aide d'un institut de l'État, aux requins et aux tortues marines. Bon, très bien, en raison de l'importance de ces 2 espèces dans la culture kanak. Est-ce que c'est parfaitement conforme à la vision de l'homme et de l'animal que l'on a dans des règles constitutionnelles, voire même la charte de l'environnement? On aurait pu en discuter. Mais c'est sous le terrain du droit civil que le Conseil d'État a censuré cela, car en fait, la province des îles Loyauté n'avait fait que usurper une compétence appartenant à la Nouvelle-Calédonie elle-même. Voilà. Et puis, en matière d'aménagement, vous savez que le ZAN a été corrigé par plusieurs lois, notamment une qui nous dit que quand j'ai des grands projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur, je les sors du ZAN de la zone considérée. Un arrêté nous a donné la liste de ces projets. Et puis, un petit truc à signaler, pédagogique, le Conseil d'État a fait une assez longue vidéo, très bien faite, très détaillée, sur comment marche un procès administratif. En l'occurrence, celui de l'affaire dite des Amis de la Terre. Et je vous invite à le regarder, c'est vraiment très intéressant. C'est bien fait, notamment si vous avez des gens qui sont juristes débutants autour de vous, qui n'ont pas l'habitude du contentieux administratif, notamment dans le Conseil. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, les mini-brefs, bien sûr. Que voici. Que voilà. Et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier, décentralisation. Quelles sont les propositions des divers partis politiques en cette fin de printemps 2024? Car, en effet, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, ce qui conduit à des nouvelles élections législatives, avec une recomposition accélérée des positions des partis politiques, mais chacun vient avec sa propre culture en matière de décentralisation. Et au sein du camp de la majorité présidentielle elle-même, il y a eu quelques tâtonnements sur ce terrain. Alors, j'ai voulu poser quelques questions à Géraldine Chevrier sur tout ceci. Bonjour Géraldine. Bonjour. Première question que je te pose. Commençons de gauche à droite, et commençons par le Front Populaire, donc c'est la NUPES élargie à NPA. Là, on ne peut pas dire qu'il y ait de projet commun de décentralisation. Non, il est beaucoup trop tôt pour avoir une idée exacte de la position commune que pourront retenir les différents partis réunis au sein du Front Populaire, puisque c'est un courant qui est traversé par 2 mouvements qui sont totalement incompatibles. Alors on va découper au sein de ce Front Populaire. Commençons par LFI. La France Insoumise, c'est un parti jacobin et même étatiste qui n'a pas de projet de décentralisation. Lors de la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait même envisagé la suppression de la région. Aujourd'hui, le groupe parlementaire envisage plutôt la réduction du périmètre des trop grandes régions et de renforcer le niveau départemental. Finalement, le seul intérêt qu'il trouve à la décentralisation, c'est le rôle donné à la commune, élément de proximité. Mais c'est un intérêt qui est porté au point de vouloir démanteler l'intercommunalité, c'est-à-dire supprimer les métropoles, mais aussi ne plus contraindre au rattachement d'une intercommunalité, supprimer des compétences obligatoires telles que l'eau, l'assainissement. On est dans un mouvement qui ne porte d'intérêt qu'au niveau communal, mais qui pour le reste ne pense pas à la décentralisation ou la pense négativement. Position donc qui contraste avec celle bien plus décentralisatrice du Parti socialiste.
Alors, le Parti socialiste, lui, est évidemment fortement décentralisateur par son histoire et il demande même une décentralisation qui soit portée par un projet politique. Néanmoins, il reste très crispé sur le respect du principe d'égalité sur tout le territoire, ce qui les rend finalement plus timides à l'égard du principe de différenciation, sans y être hostiles non plus, mais ils sont plus réservés. Ceci étant dit, concernant les territoires très particuliers et lorsqu'ils le demandent, ils sont aussi favorables au statut particulier. Ils ne sont pas non plus opposés au pouvoir réglementaire local. En revanche, comme pratiquement tous les mouvements, ils sont opposés à la suppression d'une strate territoriale ou à l'instauration d'un conseiller territorial. Enfin, ils demandent assez classiquement une véritable autonomie financière locale avec un pouvoir de taux qui serait restitué aux collectivités territoriales et des ressources publiques qui seraient suffisantes pour faire face aux politiques publiques locales. Bon, on retrouve à peu près la même chose d'ailleurs avec ELV ou les autres mouvements écologistes, mais avec un tropisme en général plus régionaliste et plus ouvert à la différenciation. Les écologistes sont évidemment plus proches des socialistes que de LFI, puisque eux aussi souhaitent une véritable décentralisation portée par un projet politique. La différence est peut-être que eux demandent davantage la prise en compte des différences de situation sur le territoire, mais pour le reste, ils sont, comme les socialistes, opposés à la suppression d'une strate territoriale, opposés à l'instauration d'un conseiller territorial, et d'autant plus que, comme vous le soulignez, ils sont très attachés au niveau régional. Mais les écologistes s'interrogent aussi davantage sur la relation entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi entre les collectivités territoriales, parce qu'ils sont très préoccupés par la nécessité d'une concertation, d'un travail en commun entre collectivités pour faire réussir la transition écologique. Le président de la République, de son côté, la semaine passée, a formulé des propositions assez radicales, n'est-ce pas ? Le président Macron, dans son discours du 12 juin, a en effet annoncé la suppression pure et simple d'une strate territoriale, tout en évoquant encore l'instauration d'un conseiller territorial et un couple département-région. Alors évidemment, c'est un discours beaucoup plus radical que celui qui a été tenu par Éric Woerth, qui lui était favorable à l'instauration d'un conseiller territorial, mais commençait liminairement ses propos en soulignant qu'il était hors de question de supprimer une strate territoriale. Alors il est difficile de dire, de savoir si finalement le président Macron considère qu'une assemblée unique, finalement, c'est une collectivité unique, ou si il souhaite réellement fusionner les deux niveaux. Compte tenu du tempérament du président Macron, il me semble que la deuxième hypothèse est tout à fait envisageable. Par ailleurs, il a annoncé qu'il serait possible de revoir les périmètres des grandes et des très grandes régions, ou de toute région, mais ce sont celles-ci qui sont les premières visées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il annonce vouloir donner cette décision aux citoyens eux-mêmes. Alors il est évident que ça répond aussi à une demande de l'Alsace, mais pas seulement. Ces propositions présidentielles sont en partie en décalage avec ce qu'étaient les positions usuelles du parti Renaissance. En effet, c'est assez surprenant, mais le groupe parlementaire Renaissance se distingue des positions du président de la République, puisque c'est un groupe qui majoritairement est opposé à la suppression d'un échelon territorial, mais qui est aussi majoritairement opposé à l'instauration d'un conseiller territorial. Pour le reste, comme le président Macron, c'est un groupe qui a une vision de la décentralisation qui est assez technique, qui vise la simplification, qui vise la rationalisation. Donc, il s'interroge sur la taille pertinente pour l'action publique locale, ce qui les conduit à envisager de relancer le processus des communes nouvelles. Il s'interroge aussi, comme le président, sur la taille des régions, mais également sur la possibilité d'améliorer les relations entre collectivités, l'exercice partagé des compétences par le chef de file. C'est un parti qui par ailleurs est évidemment favorable à la différenciation puisqu'il l'a voté, et aussi favorable au pouvoir réglementaire local, mais peut-être davantage que son président, car
donner plus de pouvoir réglementaire aux collectivités locales, c'est réduire le pouvoir réglementaire du Premier ministre, et il ne me semble pas absolument certain que le président Macron sera aussi volontaire que le groupe Renaissance semble l'être. Horizon, lui, est sur des positions proches, mais avec une plus grande appétence pour le conseiller territorial, je crois. Horizon est évidemment assez proche du groupe Renaissance et de la position du président de la République, à ceci près que le groupe parlementaire est beaucoup plus favorable et est favorable à l'instauration d'un conseiller territorial. L'autre différence, c'est l'approche de la décentralisation, sa philosophie, puisque il a une approche moins technique que le groupe Renaissance. Il évoque la subsidiarité ou l'expression constitutionnelle d'organisation décentralisée de la République. Ça donne quand même un peu plus de dimension au projet, puis ça englobe aussi la question de la déconcentration. C'est aussi un groupe parlementaire qui est favorable à la différenciation et même à l'organisation différenciée des collectivités territoriales, pourvu que cela se fasse sous forme expérimentale. LR est un parti qui est en train de se fracturer, mais sur la décentralisation, quelle est sa position usuelle et donc celle qui devrait être celle de la majorité de ses candidats ? Les Républicains sont aussi un parti décentralisateur, de plus en plus, je dirais, avec les années, peut-être l'opposition. C'est un parti qui finalement est le contraire d'un parti étatiste, qui est plutôt pour la liberté individuelle, donc aussi la liberté locale. La première caractéristique, c'est probablement la demande d'un vrai choc de décentralisation. Ce sont des termes qu'on a entendus dans la bouche de Valérie Pécresse lorsqu'elle était candidate aux élections présidentielles. Donc il demande surtout un transfert de compétences de l'État vers les collectivités et surtout les régions, notamment par exemple dans le domaine de l'emploi, de la gouvernance des lycées. C'est un parti qui n'a pas du tout peur de la différenciation, qui pense au contraire qu'il faut s'adapter, y compris dans le transfert de compétences, aux différences de situation sur le territoire. C'est un parti qui nécessairement demande aussi un pouvoir réglementaire local, c'est-à-dire des moyens juridiques pour décider des transferts de compétences. C'est aussi un parti qui demande des moyens financiers qui permettent d'exercer les compétences locales. Et enfin, c'est aussi un parti qui est opposé à la suppression d'une strate territoriale et à l'instauration d'un conseiller territorial. Et enfin, passons au Rassemblement national et à ses nouveaux ralliés, qui lui est plus en général pour un retour sur un couple commune-département et dans un cadre plus généralement recentralisateur. Alors, le Rassemblement national, finalement, se rapproche de la position de la France insoumise, parce que lui aussi, c'est un parti politique qui est jacobin et même étatiste, et c'est un parti qui est opposé au niveau régional, qui est un niveau trop fort, qui pourrait faire concurrence à l'État. Donc il souhaite supprimer purement et simplement la région et conférer ses compétences au département. C'est aussi, comme la France insoumise, un parti qui a une affection particulière pour la commune, au point, comme cette dernière, de vouloir totalement détricoter l'intercommunalité, c'est-à-dire au point qu'il aimerait revenir à l'intercommunalité qui serait fondée sur une logique de syndicat intercommunal. Il demande également que les compétences obligatoires liées à l'assainissement, à l'eau, à la politique de la ville disparaissent, mais surtout, de façon plus surprenante, il propose une clause de retrait qui serait offerte aux maires et qui permettrait donc de s'opposer aux décisions du président de l'EPCI lorsque les intérêts des habitants de la commune ne seraient pas respectés. Alors évidemment, c'est aussi un parti qui n'est pas en désaccord avec l'idée de donner un pouvoir de taux aux communes sur quelques ressources, mais qui n'est pas favorable au principe constitutionnel d'autonomie financière et qui n'est pas favorable non plus à l'exercice d'un pouvoir réglementaire local, au moins, enfin, de droit commun ou même plus limité. Merci beaucoup Géraldine, au revoir. Merci à vous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.